Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur Camus 24. Voici la première livraison de cette semaine, la 25e de ce mois de novembre. Art et culture, la Société camerounaise de l'art musical, la SOCAM, est à nouveau secouée par un mouvement de grève. Quelques artistes ont pris d'assaut le siège de cette institution en charge de la gestion de l'art musical au Cameroun pour exiger le départ de Abba Oyuno. Il est l'actuel président de la commission permanente de médiation et de contrôle, tout comme il reproche à Didier Yango, le nouveau président du conseil d'administration, sa double nationalité américano-camerounaise. Nous verrons tout ceci dans le cadre de cette édition d'information, la toute première livraison de la semaine. On va également parler dans cette édition du diagnostic qui est fait dans le cadre d'un atelier ouvert depuis ce matin dans la capitale économique du pays. Il est question ici de passer au crible les méthodes de diagnostic du paludisme au Cameroun. Voilà pour le sommaire. Merci de rester sur Camus 24. D'abord, cette actualité autour de l'Assemblée nationale où la plénière se poursuit dans le cadre de l'examen du projet de loi portant loi de finances 2014. La Chambre des représentants est réunie depuis cet après-midi donc pour à l'hémicycle de Ngouaïkele après la plénière qui avait été suspendue il y a quelques jours. Il est question ici pour les députés et de finir d'entériner les 5 projets de loi déposés sur leur table il y a quelques jours encore. Il s'agissait entre autres des projets de loi régissant les zones économiques au Cameroun. Et il a été examiné par la Commission des affaires étrangères et des affaires économiques, de la programmation et de l'aménagement du territoire. C'est un projet de loi qui a d'ailleurs été défendu par le ministre en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Emmanuel Nganou-Djoumessi, qui avait expliqué les raisons pour lesquelles le texte doit être inséré dans l'arsenal juridique. Il a également motivé le vote de cette loi par la nécessité de créer un pôle attractif par des investisseurs locaux, pour les investisseurs locaux et étrangers à la suite de la charte des investissements. Les 2 derniers textes, eux, sont relatifs aux finances publiques nationales, portant respectivement ratification des ordonnances du 5 novembre 2013, portant prorogation des délais d'engagement et d'ordonnancement des dépenses et d'investissement public, ainsi que la période complémentaire au titre de l'exercice 2013 et du 6 novembre 2013 dernier, modifiant et complétant en partie la loi des finances de l'année 2012. Restons dans les couloirs des élections pour parler cette fois de la mairie de Nkotin avec Prosper Ngouran qui prend donc officiellement les rênes de cette collectivité territoriale. Il faut dire que ce dernier a pris l'engagement de faire de la ville belle, de rendre la vie belle et plus attrayante à travers une campagne d'hygiène et salubrité publique et qui doit battre son plein dans les tout prochains jours. C'est d'ailleurs la principale mission qu'il s'est assignée lui-même. Prosper Etienne Ngouran a pris les fonctions au cours d'une cérémonie que présidait le préfet du département de la Haute-Sanaga, Albert Nangadan. Les détails avec Daniela Tangana. La cérémonie officielle d'installation du maire de la commune de Koteng et de ses 2 adjoints a connu une effervescence très populaire. Pour la circonstance, 2 discours auront ponctué cette cérémonie très courue. D'abord, celui très applaudi du doyen d'âge des conseillers municipaux, Ntina Meko. Il a demandé à ses collègues de tourner la page des divergences du passé pour le développement de la commune. Puis, l'on a eu droit à l'intervention du préfet de la Haute-Sanaga. Le chef de terre a instruit au maire et à ses adjoints d'engager une lutte sans merci contre la divagation des bêtes et l'occupation anarchique des terrains. Et aux populations, demander de payer leurs impôts car ce n'est qu'à ce prix que Koteng pourra financer ses projets de développement avec l'appui de ses partenaires bilatéraux. De se préoccuper de l'amélioration du cadre de vie et d'embellir la ville de Koteng qui désormais va être une ville phare située sur la nationale numéro 1 déjà bitumée. La seconde, c'était une recommandation liée à la façon de travailler, c'est-à-dire collaborer avec toutes les forces vives pour que l'action soit efficace et qu'elle porte des fruits. Voilà les 2 recommandations phares. Un message qui n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Étienne Prosper Ngouran, le maire reconduit dans ses fonctions, n'entend pas s'arrêter en si bon chemin pour capitaliser son œuvre. C'est un mandat de joie, un mandat de victoire, un mandat au cours de laquelle il faudra aboutir à l'émergence 2035. C'est un mandat de travail en général, puisque nous devons accompagner le président de la République vers l'émergence 2035. Donc je suis à l'écoute de la population et je pense que le Seigneur m'aidera, surtout que la décentralisation vient propulser les maires.
je pense que nous ferons plus mieux. Fini les allocutions, le préfet pouvait ainsi procéder à la remise des attributs aux 25 conseillers municipaux sous les ovations de la foule. Infirmier retraité, Étienne Prosper Gourand est le deuxième maire à briguer 2 mandats consécutifs à la tête de la municipalité de Koteng, après Amanda Meke de regretter mémoire. Quittons le sillage de la politique avec les collectivités territoriales décentralisées pour parler cette fois de la religion avec l'archidiocèse de Douala qui célèbre le centenaire de l'église primatiale Saint-Jean du Deido. C'est dans la capitale économique du pays. À l'occasion, une exposition photographique des figures marquantes de l'histoire du Cameroun a été inaugurée ce 25 novembre 2013 par l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, qu'assistait le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de la ville. Le projet veut ici mettre en lumière ceux ou celles dont l'action a marqué l'histoire de la nation camerounaise. Benoît Dormo et Divinapi pour le récit. C'est un vaste décor de photos historiques qui se dévoile dans la cour de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Douala en ce 25 novembre 2013. Des photographies géantes qui retracent l'histoire du Cameroun sur le plan religieux et politique. Nous avons donc pensé qu'il était temps de mettre en exergue l'ensemble des figures marquantes, n'est-ce pas? Ces hommes et ces femmes qui ont fait la trame de l'histoire du Cameroun, qui n'est pas toujours connue. Mais également, au-delà de l'histoire purement religieuse, nous avons pensé qu'il était bon, à cette occasion, de mettre au vu et au su de tous les Camerounais l'ensemble des héros et des figures marquantes de l'histoire du Cameroun en général. En passant par les premiers gouverneurs allemands du Cameroun, héros de la nation, chefs d'État et anciens prélats, le répertoire est riche d'émotions et de souvenirs. Ces images nous rappellent les palpitations, c'est-à-dire que les pas maternels de l'historique de l'évangélisation de l'église catholique-romaine au Cameroun. Et en plus, moi j'aime cette photo parce que ça aujourd'hui, ça nous rappelle que nous sommes ce que nous étions hier. L'exposition photo vient ici immortaliser un tant soit peu le centenaire de l'évangélisation de l'Église. Ça, ce sont les premiers missionnaires qui sont venus nous parler de Jésus-Christ. C'est-à-dire avant que nous ne connaissions pas Jésus-Christ. Ils sont venus et c'est à partir de ce moment-là que nous avons commencé à écouter l'Évangile. Vous voyez? Donc il est très important lorsque nous avons décidé de célébrer cet événement. Le projet baptisé Les 1000 visages incite même aux échanges. Des images telles que celle-ci en disent long. Parlons cette fois du paludisme qui reste et demeure une préoccupation pour les pays d'Afrique subsaharienne et même de l'océan Indien. Et c'est la raison d'être d'un atelier ouvert à Douala. Il est relatif à la mise à jour des méthodes de diagnostic des cas du paludisme. Ici, référence spéciale a été faite au test de diagnostic rapide, le TDR, ou encore sur le test d'efficacité thérapeutique, le TET. L'objectif à terme de cet atelier, c'est de faire reculer la malaria qui continue de faire des ravages au quotidien au sein des populations camerounaises. Sèche Tetka et José Ngongan pour les détails. Le paludisme est la première cause de morbidité et de mortalité en Afrique au sud du Sahara, tient à préciser le docteur Charlotte Fatou-Ndiaye de l'OMS Cameroun. Dans son propos, elle va présenter l'initiative T3, Test, Treat and Track. Ainsi, tous les cas de paludisme doivent être testés, que les cas confirmés soient traités avec des médicaments antipaludiques efficaces et de bonne qualité et que la maladie ait un suivi régulier, précis grâce au système de surveillance, d'où l'appropriation de nouvelles méthodes à l'instar du test de diagnostic rapide TDR et les tests d'efficacité thérapeutique TET mobile du présent atelier. Cet atelier prouve que le Cameroun est en train de réagir avec d'autres pays africains pour mettre à la disposition des pays des tests de diagnostic rapide pour que ces tests de diagnostic rapide soient mieux utilisés et qu'on puisse poser des diagnostics clairs par rapport au traitement du paludisme. Dans l'urgence, il faut aider les pays à développer leurs capacités dans les techniques de laboratoire et dans la réalisation des tests d'efficacité thérapeutique aux antipaludiques. Précision sera d'ailleurs faite au sujet du retrait d'un antipaludique de la circulation par les autorités camerounaises. On n'a pas retiré le quartem d'une façon globale et totale. C'est la contrefaçon. Il y a deux sortes de quartem et selon les emballages. Si vous avez remarqué un emballage bleu et noir, blanc et noir, et un emballage rose qui est l'emballage d'origine.
L'origine coûte 4 600 francs dans les pharmacies. Et ça, c'est la contrefaçon qui est de 1 600 ou de 1 100 francs qui est retirée. Ce n'est pas le quartier d'une façon globale. L'Afrique subsaharienne et l'océan Indien sont en rang serré pour contrer le paludisme qui fait d'énormes victimes au quotidien. C'est dans cet élan qu'il y a une dizaine d'années, il a été mis au point le test de diagnostic rapide TDR d'une sensibilité élevée qui a fait ses preuves, même en zone reculée. Il apparaît dès lors nécessaire de s'approprier cette technique. Nous sommes en train de remettre tout notre système à plat, à partir du diagnostic jusqu'au traitement. Donc la méthode même du diagnostic va changer davantage et les gens seront mieux appropriés. Nos services de formation sanitaire seront mieux outillés, aussi bien en médicaments, en méthode de diagnostic et en médicaments aussi. Au terme des travaux de Douala, l'on devrait être capable de combattre davantage les résistances aux antipaludiques sans cesse croissant. Ainsi pourra-t-on faire reculer considérablement le paludisme qui continue de faire des ravages. C'était l'un des titres à l'ouverture de cette édition d'information. Art et culture, la société camerounaise de l'art musical est donc à nouveau secouée depuis ce matin par un mouvement de grève. Quelques artistes ont pris d'assaut le siège de cette structure à Yaoundé. Ils exigent le départ de Aba Oyono. Il est l'actuel président de la commission permanente de médiation et de contrôle de la SOCAM, entendée Société camerounaise de l'art musical. Il lui reproche donc d'avoir détourné une importante somme d'argent qu'on évalue ici à plus de 40 millions de francs CFA. Au même moment, il est reproché au nouveau président du conseil d'administration, Pierre Dédier Yango, beaucoup plus connu sous son pseudonyme de Prince Dédier Yango. Il est donc le nouveau président du conseil d'administration porté à la tête de cette structure il y a quelques semaines. On lui reproche sa double nationalité camerouno-américaine. Aussitôt informée de cette situation et de cette tension, Mme Amatou Toumouna, elle est la ministre des Arts et de la Culture, est descendue sur le terrain pour une réunion de conciliation entre les uns et les autres. Une réunion au sorti de laquelle les uns et les autres ont donc été invités d'attendre que des enquêtes ouvertes sur les objets, même les mobiles de leur dénonciation, trouvent des résultats. Nous invitons à présent de suivre l'attitude de quelques-uns au micro de Camille 24. Ils sont respectivement Mbaga Soukous, artiste et musicien, qui ne comprend pas les raisons pour lesquelles les musiciens ou alors les artistes ont dû assiéger la direction générale de la structure, et aussi Davis Mambo, qui dénonce la présence de Aba Oyono à la tête de la commission médiation et de contrôle de cette structure, tout comme il y a l'une des dames qui accompagnait donc Amatou Toumouna, qui revient, elle, sur les mobiles, ou alors qui dénonce, qui essaye d'apporter des éclaircies sur la dénonciation de la double nationalité du nouveau président du conseil d'administration. Tous sont au micro de Sadou Mamoudou. Je ne sais pas ce que cette bande de non-musiciens-là, qui ne produisent rien, qui ne chantent nulle part, qui viennent assiéger la direction de notre société. Parce que, soi-disant, les élections ont été truquées. Vous-même, vous étiez au palais des congrès, je pense. Vous avez vu quoi? Vous avez vu un seul trucage là? Qui a truqué quoi? On revendique quoi aujourd'hui? Je demande le départ de ce monsieur qui laisse notre maison en paix, parce que s'il était au moins auteur-compositeur ou alors batteur, on aurait dit que bon, il doit être là, mais il n'a rien du tout avec nous. Comme lui-même sait qu'il n'est pas avec nous parce que lui il est docteur, nous sommes les auteurs-compositeurs, qui nous laissent tranquilles. Parlons cette fois de la célébration avec le monde entier qui se donne aux 16 jours pour peindre en orange les sévices à l'endroit de la gente féminine. Selon les chiffres de l'Organisation des Nations Unies, jusqu'à 70% des femmes sont victimes de violences au cours de leur vie. Entre 500 000 et 2 millions de personnes font déjà l'objet de traite tous les ans à des fins de prostitution, de travail forcé, d'esclavage ou de servitude. Et selon certaines estimations de l'Organisation des Nations Unies, 130 millions de filles et de femmes actuellement en vie ont subi des mutilations génitales féminines, principalement en Afrique. Ce 25 novembre 2013, le cri de détresse est poussé par les femmes qui entendent trouver donc des réparations au sortir de quelques colloques qui sont organisés à l'occasion. On va donc découvrir dans cette édition d'information les dispositions qui sont prises dans la région de l'Extrême Nord, qui est connue comme l'une des régions où les femmes sont victimes d'agressions sexuelles. C'est un reportage qui nous est livré par Célestin Tabouli et Clarisse Konjok. Cet atelier est une initiative de l'Action locale pour un développement participatif et autogéré, ALDEPA. Il vise ainsi à impliquer les épouses des chefs traditionnels et des femmes leaders de la région de l'Extrême Nord
dans la lutte contre les abus sexuels et les autres formes de violence faites aux enfants et la promotion de l'éducation des filles dans leur communauté. Nous avons organisé pendant 2 jours, rentre dans le cadre du programme global de l'implication des femmes épouses des chefs traditionnels de la région de l'extrême nord et des femmes leaders communautaires dans la lutte contre les violences faites aux enfants de manière générale, particulièrement les filles, et la promotion de l'éducation des filles au sein des communautés. Pendant 2 jours, les participants ont été outillés sur les techniques de communication et les stratégies de plaidoyer pour rendre efficaces leurs interventions auprès des décideurs, des parents et à tous les niveaux dans leur communauté. Nous avons mis un accent très particulier sur les techniques de communication, sur le plaidoyer auprès des autorités locales. C'est maintenant à elles, sur le terrain, de veiller à ce que les violences faites aux femmes soient dénoncées, d'accompagner le processus également qui vise à sensibiliser, informer, conscientiser et responsabiliser également les leaders locaux. Leurs maris qui sont des partenaires au projet, vu qu'ils ont laissé leurs épouses venir assister à cet atelier, sont des forces en fait pour elles également. Pour elles, la rencontre vaut son pesant d'or. Elle compte bien capitaliser les acquis de ce séminaire afin de défendre plus efficacement la cause des enfants et promouvoir l'éducation des filles dans les communautés. Durant ces 2 jours de travaux, on nous a appris les méthodes par lesquelles on peut procéder pour essayer de remédier aux problèmes qui se posent dans nos localités, tels que les mariages forcés, les violences faites aux filles, telles que les viols, tout ce que nous avons comme problème relatif aux droits des filles et des femmes dans nos localités. Pour réaliser ce programme qui s'inscrit dans le projet de lutte contre les abus et l'exploitation sexuelle des enfants, ALDEPA a fait appel à ses partenaires que sont VSO et Sarit Habitat. Une célébration pouvant cacher une autre, on reste dans la région de l'extrême nord pour parler cette fois de la commémoration de la journée mondiale sans toilette. Les activités marquant cette célébration ont eu lieu à Kaélé, c'est dans le département du Mayo-Kani. L'événement couplé à la clôture des activités relatives à la célébration de la 6e édition de la journée mondiale du lavage des mains avec de l'eau et du savon a été présidé par l'inspecteur général du ministère de l'eau et de l'énergie. Reportage Célestin Tabouli, Bintou Akoum pour le récit. En marge de la 5e édition de cette commémoration, la ville de Kaélé a eu l'opportunité de comprendre que beaucoup de progrès restent à accomplir en matière d'accès des populations aux services d'assainissement dans la région de l'extrême nord en général et dans le département du Mayo-Kani en particulier. Le rapport relève que plus de 7% de la population de la région ne dispose pas d'installation d'assainissement au sein de leur ménage. L'inspecteur général du ministère de l'eau et de l'énergie qui présidait la cérémonie a appelé la population à prendre conscience de la dangerosité du soulagement à ciel ouvert. Il a ainsi invité les ménages à ne pas utiliser la nature comme lieu d'aisance, mais à disposer des espaces appropriés et bien aménagés. Nous avons, n'est-ce pas, l'obligation d'assister, de soutenir tous les aspects de la vie communautaire. Donc c'est un message simple, autant que les gestes simples que nous avons indiqués tantôt dans nos interventions, c'est-à-dire se laver toujours les mains au savon et à les rincer à l'eau pour, n'est-ce pas, habituer nos enfants à le faire, habituer les élèves dans les écoles, habituer les ménagères, habituer les parents, tout le monde. C'est un travail, n'est-ce pas, collectif qui doit être fait autour de cette sensibilisation. Pour le représentant de l'UNICEF, après l'adoption par le gouvernement de l'approche assainissement total pilotée par la communauté ATPC en mars 2009, l'appui de l'UNICEF a permis de déclencher l'ATPC dans 432 villages des régions septentrionales et de l'Est du Cameroun. Présentement, 79 600 ménages parmi les plus vulnérables ont été touchés et plus de 30 000 commodités ont été construites. Pensons que c'est significatif et vous avez vu la cérémonie de remise des diplômes à 9 localités. Nous pensons qu'il faut faire encore plus. Donc c'est à la fois pour célébrer, mais aussi faire un plaidoyer, toujours pour continuer de faire plus pour l'édification des latrines au profit des communautés. Le message clé de cette journée étant qu'il y ait une latrine par ménage
de sorte à assurer l'hygiène aux familles. L'événement étant jumelé à la clôture des activités relatives à la célébration de la 6e édition de la Journée mondiale du lavage des mains avec de l'eau et du savon, le ministère de l'eau et de l'énergie et son partenaire qu'est l'UNICEF ont prêché pour la promotion de gestes parfois anodins mais très salutaires. Il a été rappelé à l'occasion que les maladies hydriques constituent la deuxième cause de mortalité des enfants de moins de 5 ans au Cameroun. Parlons cette fois de la performance. Avec la campus qui s'ouvre au grand public, les responsables de la Cameroun Postal Services étaient à Douala cette semaine. C'était pour donner une conférence de presse au cours de laquelle ils ont annoncé les nouvelles stratégies que va emprunter sa structure pour faire face à la concurrence, notamment pour ce qui est de la messagerie de plus en plus moderne dans le domaine de la communication. Les détails avec Daniel Atangana et Serge Tetka. Le transfert des colis au Cameroun vient de s'enrichir de 3 nouveaux produits. Le courrier express international destiné au transport des colis du Cameroun vers l'étranger, le courrier express domestique qui sillonne les villes camerounaises et le courrier express en ville, encore appelé Siripost. La présentation de ces nouvelles offres qui doivent révolutionner le transport des courriers au Cameroun a eu lieu le 21 novembre 2013 à Douala au cours d'une cérémonie présidée par le directeur général de la Cameroun Postal Services, M. Hervé Beril. À travers ses originalités, la Campost veut inventer un nouveau style de transport et répondre aux préoccupations et attentes du public. Alors j'ai parlé tout à l'heure également au niveau de l'EMS, l'Express Mes Services. Donc là on est vraiment dans le domaine du courrier express au sens large, le courrier express international, le courrier express domestique national au Cameroun et puis le courrier express en ville avec le Citypost. Au niveau domestique au Cameroun, nous avons mis en place la logistique et nous avons effectivement l'ambition de reconquérir, je dirais, l'ensemble de la clientèle, l'ensemble du territoire. Nous avons quand même 300 points de contact Campost qui font ce service-là. Et sur ces 300 points de contact, maintenant, la distribution, l'acheminement du courrier, l'acheminement des colis par EMS se fera par nos moyens propres. Une mission de service public qui a nécessité de gros moyens logistiques par voie terrestre, aérien et ferroviaire pour des résultats bien escomptés. 48 heures pour le courrier à l'international, 3 heures pour le transfert des colis à l'intérieur de la ville. La mission de Campost, c'est une mission de service public. Avant tout, nous sommes un organisme dont le seul actionnaire, c'est le gouvernement camerounais, qui a à cœur de servir le citoyen, la citoyenne camerounaise, en ville, mais aussi au plus profond des provinces. C'est la raison pour laquelle la Campost est représentée partout dans le Cameroun, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres entreprises bancaires, financières ou même de courrier en réseau. Une nouvelle gamme de produits du courrier express qui va apporter sans nul doute une bouffée d'oxygène dans le service postal camerounais. EMS, plus loin, plus vite, plus sûr. À l'étranger, dans cette édition d'information, la Syrie en première ligne avec la conférence de paix destinée à trouver une solution politique au conflit et qui se tiendra le 22 janvier 2014 prochain. Fiscalité en France et relance le chantier fiscal. Les syndicats ne veulent pas un coup de com'. Le résumé de l'actualité internationale avec la rédaction de C24. Enfin, une date sur la conférence de paix de la Syrie. Elle se tiendra le 22 janvier prochain à Genève. Objectif, trouver une solution politique au conflit en réunissant pour la première fois gouvernement et opposition. Toutefois, le régime de Bachar al-Assad n'a pas encore confirmé s'il enverrait une délégation avec des pouvoirs décisionnaires à Genève. Les partenaires sociaux ont défilé à Matignon pour évoquer avec Jean-Marc Ayrault leur vision de la grande réforme fiscale annoncée la semaine dernière. Le secrétaire général de la CFDT a averti le Premier ministre « Il faudra que ce soit une vraie réforme, pas un coup de com'. » Jean-Marc Ayrault, pour sa part, a promis que la réforme ne se ferait à prélèvement obligatoire constant. Le vaccin garde asile sur la sellette après la plainte d'une jeune fille de 18 ans. Cette dernière souffre de problèmes neurologiques qu'elle impute à ce vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Le président du comité technique de vaccination déplore plutôt qu'on monte en épingle des idées perverses éventuelles en oubliant les bénéfices du vaccin. 66 000 bénévoles à pied d'œuvre pour la 29e campagne hivernale des Restos du Cœur. L'association craint une nouvelle hausse du nombre de bénéficiaires qui devrait dépasser cet hiver la barre du million pour faire face à la baisse des aides européennes. Les Restos vont intensifier les collectes dans les grands espaces et réclament la défiscalisation des dons d'origine agricole.
Plus de 2 semaines après le passage du typhon Haiyan, les Philippins essayent de reprendre le cours de leur vie. Des travailleurs ont commencé à déblayer le bâtiment de cette école, tandis que des missionnaires continuent à y distribuer de l'aide d'urgence. Des experts estiment qu'il faudrait des années et des milliards de dollars pour redonner une vie normale aux communautés ravagées par Haiyan. À retenir de cette édition d'information, la toute première livraison de la semaine, la 25e de ce mois de novembre, Agriculture, la société camerounaise de l'art musical, la SOCAM, est à nouveau secouée par un mouvement de grève. Quelques artistes ont donc pris d'assaut le siège de cette institution à Yaoundé. Ils exigent le départ du président de la commission permanente de médiation et de contrôle, Abba Oyono, qui est accusé de détournement des deniers publics, alors qu'on reproche également au nouveau président du conseil d'administration, Pierre-Désiré Yango, beaucoup plus connu sous le pseudonyme de Prince Désiré Yango, sa double nationalité américano-camerounaise. L'information est en continu sur Canal 24. Bonsoir.